Salam alaikum wa rahmatullah, Adam Bensi de Ruqya France, marhaba bikum. Aujourd'hui, c'est une vidéo différente car beaucoup de monde demande de voir des nouvelles vidéos, surtout ils me demandent de raconter mon histoire pour qu'ils apprennent, sinon pour avoir plus de foi, sinon pour changer un peu de toutes mes vidéos qui parlent de djinn, sorcellerie et ça. Donc il y en a des gens qui ils souhaitent changer, donc chaque fois des vidéos différentes qui n'ont rien à voir avec la ruqya, donc ils souhaitent. Donc j'ai décidé de raconter mon histoire, Inch'Allah, dès le début jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que j'ai vécu, les épreuves, les bonnes choses, les mauvaises choses, tout ce qui est passé depuis que j'étais au Maroc et comment je suis venu en Europe et au Canada et toutes les histoires là. Donc c'est beaucoup de monde qui m'ont dit racontez votre histoire, ben, je vais vous le faire Inch'Allah. Et j'aimerais bien, avant de commencer cette histoire, de ma part, mon intention, c'est que ça va donner et ça va apprendre aux gens la patience, la détermination et le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des aventures, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie de ce serviteur simple, mais ça peut ouvrir beaucoup de portes aux gens. Inch'Allah, c'est mon intention. Donc, là j'ai écrit pour me rappeler comment ça a commencé. J'espère que vous allez aimer. Je ne sais pas combien de séries de vidéos, 20 vidéos, 30 vidéos, Allahu A'lam. Mais je vais commencer pas à pas et quand j'aurai le temps, toujours je fais la continuation, Inch'Allah. Donc, je sais qu'il y a beaucoup qui vont être très très contents d'entendre des choses bizarres. Donc essayez de comprendre, ne pas juger, très important, et attendre toujours la fin de l'histoire pour bien comprendre les choses. Donc je vais commencer comment? Avec mon origine, car beaucoup de me demandent vous êtes d'origine d'où? Vous êtes d'où? Du Maroc. Donc je suis marocain 100%. L'origine, ma mère, Loualida Diali, elle est née à Casablanca, dans le Medina al-Qadima. Donc ma mère c'est une pure Casablancaine. Elle est d'origine berbère. Grands-parents sont berbères, mais elle est née à Darweda, dans le Medina al-Qadima, la vieille ville. Mon père, il était berbère. Men Aït Ba'amran. Les gens connaissent très bien Ba'amranien. N'importe qui vous dites Aït Ba'amran, il vous dit des hommes, rjal, hak, filmari, ma'rouf hadi. Si vous êtes au Maroc, dites à quelqu'un qu'est-ce que vous pensez de Aït Ba'amran. Les gens qui connaissent l'histoire, ils vont dire c'est des guerriers. Pourquoi des guerriers? Aït Ba'amran, c'était eux qui ont fait sortir les Espagnols du sud du Maroc. Ils les ont chassés, les Espagnols. Ils étaient étonnés. Ils ne pouvaient pas rester dans le sud du Maroc. Surtout les montagnes. Aït Ba'amran. Aït Ba'amran, il y a côté montagne, il y a côté désert. Nawahid el Sidi Ifni, vers les Sidi Ifni, tout ça. C'est les portes du désert.
Mon père, quand il était petit, à l'âge de 5 ans, 6 ans, subhanallah, les Espagnols, ils étaient là-bas pour coloniser ou étaler leur colonisation. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Donc, ils ont bloqué toutes les tribus berbères. Nos grands-pères, ils étaient des chefs des berbères de Aït Ba'amran. Jusqu'à maintenant, il y en a sur une colline, il y en a le Qala'a. Qu'est-ce qu'on dit le Qala'a en français? Qala'a, le château, on peut dire. Le Qala'a de mes grands-pères, celui qui gouverne, il était toujours en haut des collines qui regardent toutes les zones qui gouvernent. Mes grands-grands-pères, j'ai entendu une histoire, comment il s'est marié avec ma grand-grand-mère. À l'époque, il était sur les chevaux. Donc, il galopait avec son cheval, il a passé près d'un village ou quelque chose. C'est ça ce que ils disent ma mère, mon père. Et lui, il galope avec son cheval, il a entendu une femme, Zaghartat. Il a dit, Zaghartat, ça veut dire, elle a fait, oui, 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 oui. Je ne sais pas comment ça se dit là. Donc, il a fait ça. Il est allé chez lui, il pensait, regardez, subhanallah, le destin, il pense à cette femme qui a Zaghartat. Il est revenu la chercher. C'est qui cette femme qui a... Hein? Et ils l'ont dit, c'est la fille de... Et quand il l'a vue, il est tombé amoureuse d'elle. Subhanallah. Et lui, il était déjà un grand chef. D'après ce qu'ils disent, qu'il l'a pris sur son cheval et s'est échappé. Quand ses parents et tout, ils savent, ils étaient en train de la chercher. Quand ils se sont rencontrés, il a vu lui qu'il a déjà préparé toutes les choses de mariage, toutes les choses de les cheikh et les imams et tout, et la fête et tout. Et il les a dit, je demande, je veux se marier avec elle. Lui, il a déjà pris. Donc c'est ça l'histoire, subhanallah, regardez. Ça c'est les anciennes histoires du Maroc, c'est une histoire véridique. Elle aussi, quand il l'a vu, d'après ce qu'il a raconté, il savait que c'est lui, son mari. C'est comme, il a fait signe, je suis là, ou je vous attends, quelque chose. Car, savez-vous que si vous êtes marié ici sur terre, ça veut dire que vous étiez déjà marié là-haut, dans les ciels, au paradis, dans la présence divine chez Allah. Votre âme se sont déjà mariés là-haut. Vous avez déjà une urs, une fête là-haut. Et après, dans le monde physique, vous se rencontrez encore et vous faites mariage de monde physique. Mais les âmes, ils sont déjà mariés là-haut, subhanallah. Donc, c'était un message pour les deux de se rencontrer et comment, la façon, c'est ma grand-mère qui a commencé l'initiation, subhanallah. Et c'est ça. Et il a pris. Donc ça c'est l'histoire des grands-parents. Donc les Espagnols, quand ils sont venus, ils parlaient au chef des tribus. Donc ils ont parlé avec le chef des Aït Ba'amran, des Berbères là-bas. C'était un de mes grands-pères. Le grand-père, ils l'ont vu qu'ils ne peuvent pas l'acheter. Il était très dur.
impossible de laisser ces terrains ou cette terre pour les Espagnols. Donc ils ont essayé de les bloquer, couper les liens avec cette tribu, l'autre, les villages là. Donc je sais pas ça a duré combien d'années. Mon père il était petit, l'âge de 5 ans, 16 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il passait les messages de mon grand-père, de ma famille à l'autre famille, l'autre tribu par les montagnes. Il y avait des frontières, des barrages, des Espagnols. Il fouille tout le monde, il l'attrape et l'emprisonne. Donc, vous connaissez les chayatins, comment ils font. Mon grand-père et ses frères, ils passent des messages écrits, ils les mettent dans la peau des moutons, des chèvres. Ils ouvrent la peau et ils mettent. Ils cousent, qu'est-ce qu'on dit? Subhanallah. Et c'est qui amène ce troupeau de moutons, des chèvres? C'était mon père qui avait 5 ans, 6 ans. Imaginez-vous. Car il était le plus courageux parmi les autres. Donc, il était déjà un agent secret à son âge. Il ne doit pas parler. Il doit amener, traverser les places ou les montagnes ou je ne sais pas où, les barrages, les frontières. Et il lui fouille, lui, tout ça, il regarde les chèvres, donc 40 chèvres. Donc. Et quand ils arrivent à l'autre place, mon père les indique la chèvre où est-ce qu'il y a ou le mouton, où est-ce qu'il y a le truc là. Cache. Donc les autres, ils ouvrent et là ils se connectent. Ils étaient en train de faire des plans pour les pousser, pour fermer toutes les portes de ça pour qu'ils partent. De passer les messages. Donc mon père il a fait ça plusieurs fois. Une deuxième fois, il vendait les carmos. Qu'est-ce qu'on dit? Les cactus, vous voyez? Carmos del bled. C'est pas carmos les figues, non. Les autres avec des épingles. Carmos l'handi. Et mon père, il va à côté des Espagnols dans les barrages, il vendait, il disait on a peseta, quelque chose comme ça. L'argent espagnol à l'époque. Donc il vendait à eux ou des choses comme ça. Mais en même temps, il a réussi pour passer les messages aux autres. Donc c'était toujours comme ça. Un jour, il a été attrapé. Je ne me rappelle pas la cause, pourquoi. Je pense qu'ils ont envoyé des messages ou quelque chose. Le chef espagnol, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, il l'a attaché par les pieds, la tête en bas, accroché dans une place. Il a mis son chien devant lui, attaché, mais sa bouche arrive à la tête de mon père. Il aboie toute la nuit. Il l'a laissé accroché toute la nuit. C'est qui l'a fait? Et mon père racontait, il disait, j'avais très peur. Qui l'a sauvé, subhanallah, c'est la femme de ce général, de ce commandant. Le chef de tous les soldats espagnols là-bas au sud du Maroc. Et il est venu là, et pitié de ce garçon, il l'a détaché, il l'a fait sortir de cette caserne, de ce présent, il l'a fait fuir. Et mon père, il est revenu au Coran, il a raconté à mes grands ce qui s'est passé, tout ça. Donc il y avait plusieurs conflits, guerres, je ne sais pas comment vous l'appelez, il faut revenir aux histoires pour connaître Aït Ba'amran, les gens de Aït Ba'amran, les Mujahidines de Aït Ba'amran, les Muqawimin de Aït Ba'amran pour connaître tout ce qui est passé. Donc ça c'est l'histoire de mon père. Après mon père il a grandi, il a été dans l'armée, il a été dans la guerre, il a eu 7 balles, 3 balles sur son pied, 2 balles dans l'autre pied, 1 balle ici.
Donc, était Muqawim, avec le temps, le service secret du Maroc, ils ont vu son historique. Ils connaissent tous depuis son enfance, il vient d'où, c'est qui ses grands-parents. Il a été choisi de travailler avec une équipe spéciale des rois du Maroc. C'était le Hassan II à l'époque. C'était comme un agent secret, pas comme les autres agents secrets. Il était comme... il s'occupait de ceux qui étaient anti-famille royale. Car la royauté, c'est la sunna d'Allah. Il faut qu'il y aura roi, Allah. Il a mis roi, sultan, dans chaque pays, ou avant les pays, pays avait 4 pays dedans, ou 5 pays, donc maintenant chaque pays sont divisés. Donc ceux qui étaient contre le roi, qui essayent de faire tomber le roi et ça, donc mon père était parmi les gens qui s'occupent de chercher ces gens, les trouver, donc ils étudient avec les gens comme ça pour sauver la royauté. Et c'est grâce à eux et ceux qui travaillent jusqu'à maintenant que la royauté a continué cette sunna. Donc c'était ça, c'était un agent secret, les gens ne savent pas c'est quoi son travail. Il n'était pas ni policier ou dans un bureau, non, il n'était pas ça. Il va, il disparaît quelque temps, quelques semaines, quelques jours, il revient. Mais ma mère ne sait même pas ce qu'il fait. Mais c'était direct au roi. Roi Mohammed, non, roi Hassan II et son frère Moulay Abdallah. Ils étaient en contact avec les deux. Donc c'était ça l'histoire de grand-père, mon père. Après, donc, de ma part, depuis que j'étais petit, il y a des choses étranges qui se passent. Donc déjà, je n'étais pas quelqu'un de peureux. J'aime découvrir, j'aime les aventures. Et on était petits et on va de ces quartiers à l'autre, on va à la plage, on fait 7 km. Je suis né à Casablanca, في الحي المحمدي. Les gens qui connaissent Casablanca, ils vont connaître le Hay Mohammadi. Le Hay Mohammadi, pour aller à la plage, il faut faire 7 km pour aller à Ain Sba. Nahla, Fdala, Ain Sba, le Moon, pour aller nager dans le port. On كنسميو المون كندوزو على روش نوار وكنمشيو للمون pour se plonger là-bas. Là-bas c'était, il y avait des roches, c'était le port et on se plonge très. Donc déjà quand j'étais très petit, peut-être à l'âge de 10 ans ou ça, déjà je fais 7 km pour arriver avec les amis des quartiers. On fait ça et c'était à l'époque, c'était quand même, il y avait un danger. Hein. On peut avoir des accidents, on peut... dans l'époque de Hassan II. C'était pas très développé comme maintenant. Donc il y avait des trous dans dans les coins de la route, on peut tomber, donc les égouts, tu vois les trucs là, ils étaient cassés, on peut tomber, donc on peut avoir des choses. Et à cette époque, c'était aussi les apparitions des djinns au Maroc, physiquement, pas pour moi. Ce qu'on entend chez les gardiens, il y avait les gardiens des voitures dehors. Toute la nuit, des fois, on sort en cachette, on reste avec eux jusqu'à 3 h du matin, et quoi, nos parents, ils dorment. Ils nous racontent, il avait une femme qui est apparue, donc toutes ces histoires. Donc c'est ça, quand j'étais petit, je faisais on va à la plage, et à cause de la plage, le Moon, les gens de Casa,
Moi j'aimais se plonger et aller très très profond, je sais pas combien de mètres. Et c'est à cause de ça, j'ai les trous dans les tampons. Vous voyez, dans l'oreille, il y a des tampons comme des tambours. Une fois, je me suis descendu et les amis l'attendent, ils regardent toujours. Et des fois, il vient les gendarmes des ports. Ils viennent, ils attrapent quelqu'un, ils le donnent des gifles, ils le frappent, après ils le jettent à la mer pour qu'il revienne, pour qu'il ne s'approche pas à des zones. Donc, je saute et je reste longtemps sous l'eau. Une fois, j'ai descendu, avant que quand tu te plonges, il y a la lumière. Et après, tu tombes dans une place, il y a le noir. Donc, une fois, j'ai arrivé jusqu'à ne plus voir tu vois le soleil petit là. Et là, j'ai descendu beaucoup, tu sens le dart, quelque chose qui te presse là. Et là, j'ai entendu tac, mon oreille. Et ça veut dire jusqu'à que mon souffle s'arrête, je continue encore et après je reviens très très vite, tu sors comme une flèche. Et là j'ai eu des problèmes avec l'oreille, ça a coulé des choses, tout ça. J'ai eu des douleurs atroces à mon enfance à cause de mon oreille. Et là ça va avec le temps, ça a cicatrisé. Donc j'avais dans les deux. Il y en a une qui est cicatrisée complètement, j'entends bien, et l'autre il est encore un peu ouvert ou il est déjà cicatrisé depuis longtemps. Donc j'avais toujours, je n'entends pas très très bien. Des fois j'entends ce que les autres n'entendent pas. Là je parle maintenant, j'entends des choses que les autres n'entendent pas malgré que mes oreilles, subhanallah. Je me rappelle ma mère, elle me dit, des fois je lui dis j'entends pas. Quand je parle, ils doivent répéter ou crier. Après, ma mère, des fois, elle me dit, quand j'étais plus, elle m'a dit, toi, tu entends seulement ce que tu veux pas, hein? Et quand quelque chose que tu veux entendre, tu l'entends. Elle m'a dit, toi, tu écoutes les pas, les marches de la fourmi. Toujours, elle me dit ça en rigolant. Donc, à mon enfance, on joue beaucoup, كنا كنمشيو للزبالة américaine اللي كيعرفها. Là-bas on fouille les choses, on se bagarre avec les enfants des autres quartiers, ils étaient comme des barrages. Hein. À l'époque, donc, je suis né en 72, donc les années 80, 82, 85, c'était les bagarres entre les enfants des quartiers et tout ça. Toujours je m'échappais, j'étais très rapide, j'étais petit, j'étais très très rapide. Donc ils attrapent mes amis, mais moi ils n'arrivent pas à m'attraper. Et on faisait des choses, on faisait des, tu vois les bidons de plastique, de l'huile, des 5 litres, on le remplit avec de l'eau. On va chez le cycliste, celui qui répare les motos, les mécaniciens du quartier, on nous demande qu'il nous donne le carbone. Je ne sais pas en français qu'est-ce que ça veut dire ça. Ça, quand tu mets cette chose dans l'eau, il dégage des bulles, tout il dégage. Et on ferme le truc. Après, quand on voit comment ça se gonfler, on met un trou. On met déjà un trou dans le truc, on met notre doigt. C'est très dangereux. Quand ça commence à se gonfler, on met des feux. Brique ou quoi, et ça commence à gonfler, après boum. Donc on jouait des jeux au Maroc à l'époque très dangereux, vraiment. On jouait cache-cache, mais tout ça c'était dehors dans la rue. Mais alhamdoulilah, c'était une baraka, une protection. Les voisins t'observent, les voisins te protègent, le voisin. C'était pas comme maintenant, chacun, les enfants restent chez eux, ne sortent même pas. À l'époque, nous on sort, on marche des kilomètres et on revient à la maison. L'heure de manger et nos parents ne s'inquiétaient pas. Il y avait une confiance, il y avait beaucoup de baraka à l'époque de Hassan II. Ça c'est parmi les choses que j'ai fait. Après la chose qui est vraiment bizarre, qui m'est arrivée, et après maintenant je connaissais c'est quoi la significance. Mohammadi, je descendais, on avait une maison de premier
deuxième avec la terrasse. On avait une grande maison. Il y avait sous-sol, il y avait le premier étage, deuxième étage, après on a la terrasse ouverte. Je descendais du deuxième étage pour aller au premier étage. Dans les escaliers, une fois, je descendais, il n'y avait pas de lumière. Il faut descendre jusqu'en bas pour la lumière, ou quelque chose comme ça. En descendant, l'âge que j'avais, je peux vous dire, j'avais 10 ou 12 ans. Subhanallah, j'ai vu une main, une vraie main. La taille, il avait comme 1,50 m sur 1 mètre. C'est comme, il ferme toute l'entrée des escaliers là. Je l'ai vu comme ça, une vraie main, avec un œil à l'intérieur qui regarde. Il est comme ça, comme il flotte dans l'air. Je l'ai vu, j'étais choqué. Il est arrivé devant moi et s'est arrêté. Je peux vous dire 2 mètres. J'ai vu ça, j'ai dit, c'est quoi ce truc là? Et l'œil, il m'a vu, c'est comme il a fait comme ça. Et après, je me suis retourné en criant et s'échappé. Et j'ai raconté ça à ma mère. Elle m'a dit, Allah, il t'a fait c'est quoi ça? Il est descendu les escaliers, il a lu le Coran. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Donc, ça, je l'ai vu réellement. Et ça, avec le temps, quand j'ai commencé la ruqya, quand j'ai commencé à avoir des djinns musulmans et le contact avec eux, ça, je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils m'ont dit, celui qui voit ça, ça veut dire qu'il aura des ouvertures spirituelles. Surtout le monde des djinns, les voiles. Et donc il aura un accès spécial, pas comme les autres. Et c'est là, il vient seulement, il n'apparaît pas à tout le monde. C'est ce qu'ils m'ont raconté. Et là, je me rappelle très très bien de ce que j'ai vu, subhanallah, ça existe dans le monde spirituel et il est vivant et c'est comme une signe d'Allah subhanahu wa ta'ala pour quelqu'un. Il y en a qui l'utilisent comme protection, il y en a qui l'utilisent comme baraka, il y en a qui l'utilisent comme mais c'est quelque chose qui a une très grande valeur chez le monde des djinns. C'est pas satanique, c'est pas... Et cela dépend. Moi, je sais pas. Ce qui m'apparaît, c'était les clés de les ouvertures. Donc ça, c'est parmi les choses. Mes études, j'ai étudié jusqu'à 4e année. 4e année, c'est... il y a le 4e, après il y a le 5e, 6e, après il y a le bac. Depuis petit, quand j'ai commencé le 1er, 2e, 3e, 4e, c'est comme je voulais plus continuer à étudier. C'est comme je voulais travailler. Je sais pas, j'ai trouvé ça comme ennuyeux. Donc, dans les vacances, je travaille. Ce que je fais. Dans les vacances, je travaille. J'ai commencé à travailler. Le premier travail, c'était dans une usine à Casablanca qui fait les cartons, elle fabrique les cartons. Et l'autre travail, c'était quoi? C'était de plier les cartons, les plier, je sais pas quoi. C'était très dangereux car les cartons, vraiment, c'est coupant, ça coupe. J'avais beaucoup de cicatrices dans mes doigts, dans mes mains. Le carton, c'est vraiment très coupant. Je me rappelle, j'avais beaucoup de problèmes dans mes mains. Donc je travaillais une semaine ou un mois chez eux. Je pense qu'ils m'ont payé rien du tout. Quelques euros, quoi. J'étais très déçu. J'ai dit, je ne vais pas continuer avec vous, c'est pas bien. Ils ont profité des jeunes qui travaillent toute la semaine pour vous donner, je ne me rappelle plus. Ils m'ont donné 20 euros, 10 euros. Wallah, je ne me rappelle pas. Toute la semaine. Tu commences de 8h du matin, tu sors à 6h. Après, ils font de l'argent sur le dos des pauvres. Après, j'ai quitté ce travail. Et j'ai commencé à vendre des livres.
Les livres, ça veut dire surtout les livres de fin d'année. Au Maroc, les livres de fin d'année, du premier, ou du deuxième, ou du troisième, ou quatrième année, ou des bacs, ça se vend pour que les gens les utilisent dans les autres, l'autre année, on peut dire. Donc je vendais ça في الجوطية. Les gens qui connaissent الجوطية, il était كانت حدا فين كاين دار الامان تحت السبيطار ديال اللي كاين حدا سوق السلام فين كاين النمرة 2 كتنزل اغوش فون طومبي سيغ الجوطية كان واحد التيران تما كاين. Donc je vendais ça et je faisais un peu d'argent, mais c'était que saisonnier, c'était pas... Après j'ai commencé à acheter des vêtements dans le bal, les vêtements utilisés qui viennent du monde entier, tu sais, second hand, des bons marchés. Utiliser des vêtements utilisés. حنا في المغرب كنسميوهم البال. Donc je fais le tour de tout le marché, de chaque magasin. Je dois trouver dans chaque magasin une pièce ou deux qui est encore nouvelle. Des fois, tu trouves avec son ticket, son étiquette. Des fois, tu trouves vraiment nouvelle, elle a été utilisée une fois ou deux. Donc, je le nettoie, et je le vends dans les jotaya. Et je faisais un peu d'argent avec ça. Ça, c'est parmi les travaux que j'ai fait au Maroc. Après, j'ai rencontré un de nos voisins des quartiers. Je le vois toujours partir vers 4 h du matin à la nuit ou 2 h du matin et revenir 10 h du matin. Et je sais qu'il travaille dans le laboratoire de Casa, le battoir de Darbida, de Casa. Et il est venu à moi un jour, il m'a dit Adam, tu veux travailler? Il connaît, il a entendu que je travaille, quelqu'un de... Lui, il avait besoin d'un compagnon, quelqu'un qui l'accompagne, quelqu'un des quartiers, qui ne soit pas n'importe qui, aussi sérieux et tout ça. Donc j'ai dit oui, j'aimerais bien. Il a dit, mais il faut se réveiller vraiment à 3 h du matin, être là-bas à 4 h du matin, et travailler jusqu'à 10 h ou 9 h. Et là, c'est bon. J'ai dit 4 h jusqu'à 9 h, c'est très très bien. Comme ça, j'ai toute la journée, et il fait beaucoup d'argent. J'ai dit, ok, j'aille avec toi. Qu'est-ce qu'on fait? On va au laboratoire, les camions arrivent, les vaches, les taureaux, les chèvres. Il n'y avait pas les moutons, il y avait ou les chèvres, les taureaux, les vaches, ça c'était... Donc, les camions arrivent et nous, notre travail c'est quoi? C'est descendre toutes ces vaches, toutes ces taureaux, 20, 50, cela dépend des camions. Les camions sont leurs propriétaires, c'est les propriétaires de ces animaux. Donc ils viennent de la campagne, de leur ferme, ils vendent les taureaux, les chèvres, et nous on doit les amener, c'est très dur et c'est trop lourd et c'est trop dangereux. Les attacher, l'amener, l'attacher dans les places de laboratoire où ce qu'il y a après les vendeurs qui vont commencer à venir 7 h du matin, 7 h 30, 8 h du matin pour les achats. Et ça commence à vendre comme ça, c'était comme ça. L'autre il dit je donne ça, l'autre et nous, quand on l'attache tout cela, on les surveille après. On le surveille, on était très très bien payé à l'époque. Et un jour, il y avait un taureau qui s'est échappé. Ça arrive plusieurs fois. Un taureau, tu le tiens mais il s'échappe, il rentre dans la foule, tu dois crier attention, attention, tu cours derrière lui pour l'attraper, attraper sa queue. Ça c'était le danger, il peut tuer quelqu'un, il y a un taureau une fois, il m'a fait une cicatrice de là, jusque là dans mon poitrine, avec ses cordes. Et de là, ma mère, elle m'a dit, il faut que tu t'arrêtes ce travail. Un jour, mon fils, il va mourir, quoi. Eux, ils n'avaient pas besoin que je travaille. Mais c'était moi. Ah, car mon frère, je lui ai dit, mon grand frère qui est professeur au Maroc, j'ai dit, je veux quitter l'école
Il m'a dit, mais il faut si tu quittes l'école, tu vas travailler où? Tu vas rester toute ta vie un ouvrier, un pauvre, et toujours il me dit des mots comme ça qui me blessent, et moi j'aime pas ça. J'ai dit non, je vais te prouver que je vais être toujours le meilleur. Il dit, mais lui, il pense toujours avec la logique. Si tu n'étudies pas, tu vas pas ça. Et moi j'étais le contraire, je ne crois pas dans la logique. J'avais toujours dans ma tête, Allah ouvre les portes à celui qui veut, Allah Razzaq. Et avec ta détermination, tu peux arriver à être bien dans ta vie. Donc j'avais toujours cette idée, mais j'avais en même temps la certitude, la confiance de ce que je pense. C'était pas non, quelqu'un peut me changer, non. J'avais toujours, je connais mon but à atteindre et je suis sûr et certain que je vais l'atteindre. Ça c'est parmi mes qualités que chacun il doit utiliser, Inch'Allah. Avec confiance. J'avais pas de doute sur ça. Un jour, là après la cicatrice, c'est parti avec les années. Là, ma poitrine elle est propre. Un jour, subhanallah, ça, je sais, au début dans l'abattoir. Donc on avait les vaches, les taureaux, et moi j'attends pour que la personne me paye. Là je vois toujours des enfants qui sortent avec des bidons de 5 litres de lait. Je dis cela, il l'amène d'où? J'étais comme ça. Les Kaza, oui, Allah, Kaza. Celui qui n'a pas vécu à Kaza, il n'a rien vu au Maroc. Allah, subhanallah. Quand j'entends, c'est quoi ça? Je cherche où? Parce qu'il y a des vaches comme ça. Tu vois, tu dors sur une vache déjà. Tu es comme ça sur une vache ou sur un taureau. Tu mets ta tête, même tu dors sur ça. J'entends, je regarde sous ses pieds, j'ai trouvé 2 garçons, je les ai attrapés. Je peux te dire, je les ai attrapés. Je dis, il a dit non, on n'est pas des voleurs, je sais pas ce que. Des jeunes, hein, peut-être 5 ans, 16 ans, 7 ans. Ils m'ont dit non, on prend que de lait. Je dis, c'est vous que vous sortez toujours avec les laits, qu'est-ce que vous faites? Il a dit non, on les vend, sinon on l'amène à notre famille. De les frais, ils font, tu remplis des bidons, ils partent. Et ils marchent sous les pieds des vaches. Tu les vois même pas. Subhanallah. Ils vont les vendre aux les gens qui font raib. Les yaourts naturels. Après, je les ai dit, ok, vous venez chaque jour ici? J'ai dit, c'est bien. J'ai dit, chaque jour, vous me donnez un bidon de 5 litres et je vous laisse. Là, c'était à l'époque. Et c'est vrai. Chaque jour, je reviens avec 5 litres de lait frais, des fois 10 litres de lait frais. Frais. Donc, ma mère, elle était contente de moi. Voilà, et j'amène de l'argent à ma mère, même s'ils n'avaient pas besoin. Comme ça, c'est pour les préparer que je vais quitter l'école. Au moins, ils disent, il est débrouillard. Il peut quitter l'école, mais il va se débrouiller. C'est pas un feignant. C'était ça mon idée. Subhanallah. Donc, je regarde combien le temps, parce que la vidéo s'arrête chaque 30 minutes maximum. Donc, subhanallah, je l'amène, on avait de lait toujours. Donc, maman, il le chauffe, après on fait des yaourts, des gâteaux avec du lait, je sais pas quoi. On avait extra, ma mère a commencé à donner aux voisins. Donc, j'étais connu dans... Les gens, ils connaissent que je suis rage, je ne suis pas quelqu'un de feignant et ça au Maroc. Donc voilà, avec le temps, j'ai dit, je ne veux plus continuer dans la 4e année, je ne veux pas aller au 5e. Et mes profs me disent, tu es quelqu'un d'intelligent, si tu veux étudier, tu étudies, tu as des bonnes notes, mais quand tu ne veux pas étudier, tu auras de très mauvaises notes. Et on sait que si tu veux, il te manque un peu de détermination. Moi, je n'avais pas l'intention d'étudier. Je ne veux pas. Je veux travailler, je veux faire quelque chose comme ça. Très tôt, je veux faire ma vie. Donc, avant la fin d'année, j'ai commencé à voir les gens qui viennent de l'Italie à l'époque. Ils viennent de l'Italie, qui sont partis, ils reviennent avec des belles voitures, des Mercedes. Les gens qui viennent de Hollande, j'ai dit, wow, ceux-là, ils ont trouvé une vie meilleure qu'ici. Malgré qu'il ne manquait rien au Maroc, Wallah, on avait la baraka. Jusqu'à maintenant, le Maroc a toujours été un pays plein de baraka. Tout le monde mange, tout le monde, même le
pauvre qui n'a rien du tout, il fait le tagine, il fait le couscous chaque vendredi. Juste tout le monde. Il y a personne qui meurt de faim. Vraiment. Subhanallah. Donc j'ai dit, pourquoi pas? Moi aussi j'ai envie d'aller là-bas et se marier avec une Gaouria, avec une Européenne, et revenir moi aussi avec une voiture et ma femme. Vous voyez l'époque, comment on pense. C'était ça l'influence. Mais toujours, ce qui est bien, quand je commençais toujours à grandir, là, toujours je faisais la prière. Donc c'était ça, quelque chose qui m'a aidé beaucoup à ne pas aller dans la délinquance ou quelque chose. Toujours canceller. Et toujours, subhanallah, j'aime faire le dhikr d'Allah, sans savoir. Toujours. Car côté religion, toujours je sentis qu'il manquait quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui je dois accéder, je sais pas quoi. J'ai dit, oui, ok, je prie, je jeûne, sadaqa et tout ça, mais la religion, c'est comme il manquait quelque chose qui me rend complexe. C'est comme j'étais pas trop satisfait que de faire la prière et aller jamoua et revenir. Et j'ai dit non. Je reçois des messages dans mon cœur que non, je dois trouver. L'islam, c'est pas ça. Je connais ça, c'est oui, ça va t'amener au paradis et c'est bon, mais je veux quelque chose de plus. J'ai trouvé cette chose de plus dans le dhikr d'Allah. Ça veut dire que j'étais toujours à la recherche de la spiritualité, des ouvertures. Je cherche toujours l'ensemble de quelque chose, l'originalité de quelque chose. J'aime pas l'extérieur. Toujours les gens ils peuvent regarder l'extérieur, moi j'essaye d'aller vers le cœur de cette chose. C'est ça ce que je veux. Je veux le diamant, je veux pas voir la roche, je dois... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc j'avais cette chose, je regarde pas par exemple la cage, je regarde l'oiseau qui est à l'intérieur, donc c'est ça le variable, tu vois, ce qui a de valeur c'est ça. Ce qui est à l'intérieur des coffres, c'est pas le coffre, je regarde pas, j'étais toujours, je cherche le cœur des choses, subhanallah. Donc, je savais qu'il manquait quelque chose, je ne savais pas c'était quoi. J'ai commencé à le trouver dans le dhikr d'Allah, ça remplit le besoin de mon cœur. J'étais satisfait à l'intérieur. J'ai commencé à trouver un équilibre dans ma religion. Donc, je fais la salat. Alhamdulillah. Mais j'ai rajouté quelque chose d'autre. C'est le dhikr d'Allah. J'ai dit, oh, c'est ça qui me manquait, car toujours mon cœur avait soif de quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Je l'ai trouvé dans le dhikr. C'est ce que les anges font là-haut. Dans la présence divine, ils font que les dhikr. Ils ne font pas les prières, les 5 prières, non. Ils font le dhikr. Donc ça, c'était un secret pour moi. Pour le cheminement dans ma vie, pour le paix intérieur, pour attirer beaucoup de baraka, ouvrir les portes, ou enlever les épreuves. Vraiment c'était une flèche tranchante qui m'ouvre, qui est toujours devant moi, qui m'ouvre tous les chemins. Wallahi al-adim. C'est ça un conseil pour tout le monde. Avec le dhikr d'Allah, vous allez trouver votre religion presque complète. Car pour trouver votre religion complète, il y a des autres étapes, vous allez le voir dans les prochaines vidéos. Il faut trouver un guide spirituel, car celui qui n'a pas un cheikh, c'est Shaitan qui sera son cheikh, qui va te guider par votre waswas, par votre ego, et vous allez faire plus de mal que du bien dans votre vie. Vous n'allez pas avoir une vie parfaite par rapport aux autres. Vous allez avoir une vie pleine de casse-tête, vous n'allez pas supporter. Vous n'allez pas la traverser comme il faut. Donc, c'était ça. Donc, quand ça vient l'été au Maroc, je vois les gens qui viennent de l'Italie, les voitures et ça, un peu de dunya, vous voyez, je ne savais pas encore. Je dis pourquoi pas, j'aimerais bien aller. Et à l'époque,
quand j'ai commencé à penser, il n'y avait pas de visa. Subhanallah, il n'y avait pas de visa pour aller en Europe. Ils ont fait le visa à l'année 91, je pense, ou 92. Je ne me rappelle pas la date, mais entre 91 et 92, ils ont commencé à faire les visas pour aller en Espagne et sortir du Maroc. Mais moi, c'est cette époque que je commence à penser de sortir du Maroc. Donc, comme j'avais pas l'argent pour acheter un billet, avant qu'ils ferment le visa quelques mois, avant qu'ils font les visas, il faut le billet, l'argent, l'avion, aller-retour ou quoi, donc j'avais pas ça. C'était impossible pour moi, c'était cher à l'époque. La seule solution que j'avais, c'est de sortir clandestin du Maroc. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on fait, les gens de Casa, pour sortir du Maroc, pour aller en Italie, la Hollande? Il faut sauter dans un bateau, dans le port de Casablanca, pour aller en Espagne et après aller en Europe ou aller en Italie. Okay. C'est ça ce qu'ils font. Donc j'ai commencé à aller au port. Et pour aller au port, il y avait des gardiens. Il y avait des gardiens à l'intérieur qui circulent avec des bicyclettes. Il y avait des gardiens dans les murs. Ils ont comme une petite caserne, une petite maisonnette qui surveille les murs. Tout le long du mur, car on doit aller la nuit, 4 h du matin, 3 h du matin, sauter le mur et se cacher entre les containers, sinon dans les containers pour arriver jusque le bateau, la sortie des bateaux, pour n'importe quel bateau, vous rentrez dedans et après vous partez. Je ne sais même pas quelle destination, c'est ça le dangereux. Mais à Casa, on savait les bateaux qui vont sortir, qui vont en Espagne, le bateau qui va aller en Hollande ou je ne sais pas quoi. Donc moi, toujours, j'allais avec 3-4 des gens du quartier. Et c'était dangereux, car il faut passer par les chemins de fer. Et les chemins de fer, il y a qui? Il y a les gens qui boivent. Il n'y avait pas la drogue à cette époque, il y avait plutôt les... Ouais, il y avait des qu'est-ce qu'on dit? Des aspirines super rouges qu'ils les prennent, c'était très dangereux. Bola hamra, kanu kedarbo bola hamra, kanu keskro. Et ceux-là, il y aura toujours des bagarres, ce sont des criminels de prison qui se rencontrent là-bas et qui se... Et ça m'est arrivé la première miracle dans ma vie. Je peux dire la deuxième miracle, car le premier miracle c'était la main. Et la deuxième miracle c'était celle-là. Et là je sais qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie qui c'est pas normal. Un jour, on traverse les chemins de fer pour arriver au port, pour sauter les murs et rester là-bas. Si on ne trouve rien, on sort, sinon on nous attrape, ils nous mettent dehors. Un jour, j'étais avec 4 ou 5 amis, et un ami de nous, on marchait, tu sais, les gens boivent et tout ça, quelqu'un il a insulté un ami de nous, il était vraiment plus grand que nous, courageux, et il s'est attrapé avec l'autre et tout ça, il se pousse. Donc, et moi j'essaye de les séparer, car j'avais peur qu'il y ait une bagarre, il y aura des couteaux, il peut tuer l'autre. Donc, c'était moi le seul que j'essaye de parler, non. Et j'étais jeune à l'époque, ça avait 18 ans, 19 ans. Donc, j'ai pas lâché l'autre, celui qui est ivre et drogué aussi. Donc, c'était comme un démon, vraiment, comme un animal, tu peux pas le... Donc j'essaie de séparer, mon ami ça va, il est parti, moi je reste avec l'autre, ça va pas. Et l'autre il veut pas me lâcher. Il était énervé, Wallah il a dit, je me rappelle, il a fait sortir d'ici un très grand couteau, comme ça. La lame était comme ça, et le poignet était... Il a fait sortir comme ça, il m'a pris comme ça, il m'a fait descendre, il a commencé... Car il était drogué, avec le couteau il fait
Wallah, mes amis, ils ont vu ça, ils se sont échappés. Ils ont dit Adam est mort. Ils sont retournés au quartier. Je voyais moi son coton qui rentre et qui sort. Je vois. J'étais ma tête là et j'arrive pas. Elle était plus fort que moi. J'arrive pas à bloquer. Je me rappelle que cette main ici, je le sens comme ça. Je sens ça. Le coton, je vois pas. Le coton, il rentre. Mes amis, à cause de la peur, ils crient, tout ça, ils se sont échappés. C'était trop fort pour eux. Et après, l'autre, il m'a lâché. Moi, je suis tombé. Il est parti lui aussi encore. J'étais seul. Je toussais, car c'était trop fort. Je toussais, il m'a fait très mal. J'ai toussé et je regardais directement. Je me suis levé, je regardais. Il n'y a personne. C'était 3 heures du matin, chemin de fer. Là-bas, il trouve des fois quelqu'un qui est mort. Quand j'ai vu ma jaquette, il y avait plein de trous. Imaginez-vous, des trous, des couteaux. J'ai touché ma ventre, ma poitrine, il n'y avait rien du tout. Wallah al-Adim, Allah est témoin. Ça s'est passé. J'ai retourné. Je me suis réveillé le jour après. Toutes les amis, tous ceux, ils ont gardé le silence. Ils ont dit qu'on va rien dire car il est vraiment pas. Quand ils m'ont vu, ils étaient choqués. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, j'ai dit ça. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Subhanallah, ça c'est la première chose. J'ai dit ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a sauvé. Donc ça c'est parmi les choses qui sont arrivées. J'ai plusieurs autres choses. Donc voilà ça. Donc pour sauter, rentrer, donc je saute le mur, après j'entends les siffles, les sifflettes et tout ça, et après ils viennent la police ou les gendarmes, les gardiens des ports. Il y avait même la police, un commissariat à l'intérieur, ils t'attrapent. Donc il me suit, je cours, je me cache jusqu'à qu'il part et je regarde vers les bateaux, il sort pas, après on revient, on ressaute le mur, on réessaye à chaque fois. J'ai fait à peu près 4 ou 5 ou 6 essais. 3 essais, je m'échappe, je sors, j'arrive pas à rentrer. 2 autres, elles m'ont attrapé, je pense qu'elles m'ont attrapé 3 ou 4 fois au commissariat. La dernière fois, elles m'ont attrapé car je reviens toujours. Ils m'ont dit, tu vois, ils m'ont envoyé au tribunal. Avec toutes les autres qu'ils ont attrapées. On était, je sais pas combien, on était 10, 12. Devant le tribunal, ils m'ont donné sourcil. Sourcil, je sais pas ce qu'ils disent ici, sourcil. Ça veut dire, j'ai 30 jours ou 40 jours. Si je fais une petite bêtise, j'aille au présent. Sourcil, ça veut dire 30 jours, tu ne dois pas faire aucune bêtise. J'ai sorti, alhamdoulilah, ma femme, ils étaient contents, mais ils avaient trop peur que j'aille au présent et tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Après 30 jours est passé, la période de ça, elle est passée comme hier. Ce jour-là, j'étais au hammam, très bien habillé, et j'avais quelques bonbons dans ma chaussette. J'avais même pas préparé pour aller sortir, car quand on va, on amène avec nous des pois chiches, on mange beaucoup de pois chiches, car le pois chiche, ça reste longtemps dans l'estomac, c'est bien pour le harraga, c'est ça ce qu'on faisait. Hein? Tu peux patienter 2 jours ou une journée ou 36 heures sans manger, ça va. Donc rien dit, je sors de l'hammam, boire de l'eau, j'ai dit je vais jeter un coup d'œil, et j'étais le jour cette fois, j'ai pas été le soir, j'étais le jour, l'heure de déjeuner. Donc j'ai dit peut-être il y aura moins de gardiens, les gens ils vont, et le bateau. Je sais que le bateau s'appelle Anoual, bateau bleu à l'époque, c'était le plus grand bateau. Il fait amener que les containers
il fait Casa, Cadiz, l'Espagne, Cadiz, après il s'arrête, et le remorque, les conteneurs sortent, après il continue leur route France, Belgique, l'Italie, la Hollande et tout ça. De là-bas les chauffeurs. J'ai dit je rentre par la porte principale, avec, bien habillé, avec un classeur, car j'ai vu que les travailleurs rentrent avec des classeurs bleus, quoi. Donc j'ai dit je vais faire semblant comme je travaille. J'ai passé, alhamdoulilah, je fais toujours dhikr, j'ai passé, je marche tranquillement. Si je choisis l'itinéraire le moins pour arriver au bateau, je regarde le bateau, là, derrière ouvert, les camions, quelques camions ils sont déjà devant dans la ligne, ils n'ont pas commencé à charger. Je passe comme ça, et j'attends quelqu'un qui me dit hey, tu vas où? Je m'échappe. Je marche, je rentre dans le bateau annuel. Quelle chance, subhanallah, je rentre, j'arrive jusqu'au fond, où est-ce qu'il y a les côtes. Tu vois, le bateau il a des côtes, comme ça, tac, après il y a le moteur devant. Je me suis caché dans une côte, le côte qui sort à peu près 50 cm ou ça. Je me suis mis là comme ça, qui me cache vers ceux qui regardent de là-bas. Et tu sais, mettre ton corps sur le métal, il est déjà sur l'eau, car j'étais moi comme tu rentres comme ça, après il y a le premier étage des bateaux et toutes les choses. J'étais moi en bas à côté du moteur. Je voyais comme un truc, un trou, est-ce qu'il y a de l'eau, c'est comme une piscine, donc il y a de l'eau qui rentre. J'étais là-bas, j'ai dit peut-être je me cache ici, Inch'Allah. Après, les camions commencent à rentrer, ils mettent des lignes. Je regarde de temps en temps, mais très subtil. Et je prie Allah et je fais beaucoup de dhikr d'Allah, subhanallah, la méditation. Je fais beaucoup, je ne me rappelle pas, je lis Ayat al-Kursi. Je fais salat sur le prophète sans arrêt. J'avais très froid. Et je commençais à me fatiguer. Je ne peux pas m'asseoir. Car si je m'assois, ils vont voir mes coudes. Donc imaginez-vous combien d'heures j'ai resté. Plusieurs heures comme ça. Plus de force, mais rien du tout. Déjà le bateau n'est même pas encore sorti. Et j'avais déjà faim. Car je suis venu que pour voir. Je ne suis pas préparé. Donc je prenais le bonbon que j'ai dans mes chaussettes qui me donne un peu de... on peut dire un peu de force, un peu d'énergie. Et subhanallah, le bruit des grandes chaînes de bateaux, et ça, beaucoup de bruit, j'arrivais pas, c'était trop fort, c'était énorme. Ce bateau, quand tu rentres, c'est comme un bâtiment de 7 étages, très énorme, grand à l'intérieur. Je me suis dit, subhanallah, regarde comment je suis petit dans ce truc-là. Et quand tous les bateaux sont rentrés, je vois une alarme rouge, ça veut dire ah, ils vont fermer la queue. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gendarme qui vient, qui regarde aux deux, qui va de l'autre côté, qui regarde partout. Le harraga, c'est un clandestin qui est rentré. Et là, il cherche avec son pile. Il y avait déjà les grands projecteurs, très grands, comme les projecteurs des terrains de foot, très forts. Et là, il vient, imaginez-vous. Là, c'est la troisième miracle. J'étais debout comme ça. Il est venu jusqu'à devant moi, même pas 2 mètres devant moi. Il regarde comme ça, il regarde. Imaginez-vous, je suis comme ça, sa tête se tourne vers moi. Voilà, je fais ce que... Et moi, je prie, je regarde. Et il a fait comme ça. Il est parti. Subhanallah al-Adim. Wallahi al-Adim. Ça, j'ai vu. Regardez la force de dhikr d'Allah et aussi Allah, quand il veut pour quelque chose, il te prépare. C'était ça. J'ai resté comme ça. Ils ont fermé. Quand ils ont fermé les projecteurs, j'ai cru qu'il va partir.
directement, car j'ai plus de force. Il doit faire 24 heures pour arriver à Cadiz, peut-être. Et il est resté toute la nuit là-bas. Imaginez-vous le froid, la faim, le froid, la faim. J'ai commencé la nuit à se déplacer un tout petit peu, d'un camion à l'autre. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche un camion avec matricule Hollande, qui va en Hollande, car j'ai entendu Hollande, il y a le niveau de vie très très bien là-bas. C'est les meilleures vies en Europe, la Hollande, à l'époque. Ça, je vous dis ça, c'est en 91. Donc, j'ai trouvé un camion Hollande, je me suis monté derrière, j'ai ouvert de là-haut, où est-ce qu'il y a les trucs causés là, j'ai ouvert avec un rasoir, une petite partie, je rentre dedans, je saute, et après, qu'est-ce que je fais? Je recouse, c'est ce qu'on fait le harrag. Donc j'ai rentré, j'ai mis un carton sur moi comme ça, et j'ai resté. J'attends. J'avais très froid, j'ai décidé d'ouvrir les cartons pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai trouvé que ce sont des jackets, des doudounes très chaudes, subhanallah, qui viennent d'Ul Jadida à Casa pour partir en Hollande. Ça c'est à l'époque, le Maroc fabrique des vêtements pour la Hollande. Et dans les autres cartons, il y avait deux charges. Il y avait les jackets, il y avait les prises électriques. Ils sont fabriqués au Maroc pour l'exporter en Europe. J'ai trouvé les fils électriques, la moitié des fils électriques, moitié des jackets. Donc j'ai pris une jacket, j'ai trouvé ma taille, je l'ai pris, je l'ai fermé, j'ai fermé le truc. J'ai resté chaud. Wallahi al-Adim. La faim que j'avais, j'ai dit si je vois une rat, je peux la mordre. Il a mangé à cause de la faim que j'ai souffert. Il est resté encore une nuit ou 24 heures à Casa. J'ai failli sortir et aller à la police le dire voilà. Il n'y a rien à manger. Et je prie à la famille, ils ne savent rien du tout. Après, le bateau a commencé à partir. Et là, j'ai senti comment le bateau fait cette force. Il rentre dans la plage, dans la mer et ça. Je me suis trouvé très faible, comme une fourmi dans une très grande... Je peux mourir. J'ai dit, imaginez, ils m'attrapent, ils peuvent me jeter dans la mer. Je ne sais pas. Hein? Donc, continuez jusqu'à arriver où? En Espagne, à Cadiz. Je vois le camion sort avec le conteneur et il se stationne. J'ai fait un petit trou ici, un petit trou ici, un petit trou pour voir. La première trou que j'ai ouvert, j'ai fait comme ça, j'ai regardé la plage. Cadiz, le port, regarde directement la plage. J'ai regardé la plage, le sable. J'ai vu même des gens qui nagent. J'ai dit waouh, je suis arrivé en Europe. Subhanallah, c'était ça le début des autres choses qui se passent dans ma vie. Donc je suis arrivé en Espagne à Cadiz. La suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.